Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. Il est 9h32, la vérité en face Sud Radio 0826 300 300. Nous quitterons l'Iran très tôt, d'ici 2 à 3 semaines. Il est possible que nous concluions un accord sous peu. Ces mots sont signés Donald Trump. Va-t-il envahir l'Iran, du moins mener des opérations terrestres, ou mettre rapidement un terme à la guerre et plier les Gaules, si je puis dire? Pour en parler ce matin, nos deux invités, Adel Bakawan, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, directeur de l'Institut européen d'études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, auteur de La décomposition du Moyen-Orient, tout un programme paru chez Talandier. Et bienvenue à vous également, Guillaume Lagan, bonjour. Bonjour. Maître de conférences en relations internationales à Sciences Po. Et vous avez signé Géopolitique de l'Europe, Crépuscule, complétez le titre. D'une puissance, point d'interrogation. Avec le point d'interrogation, voilà. C'est important, ce n'est pas une universitaire de France. Au PUF, les prefs universitaires de France. Messieurs, je commence par vous, Adel Bakawan. Le président Trump va de nouveau s'exprimer la nuit prochaine depuis le bureau Oval pour ce qu'il appelle une mise à jour importante sur l'Iran. Il masse des forces au Moyen-Orient, toujours, tout en évoquant la possibilité de mettre fin à l'opération militaire sans avoir rouvert le détroit d'Ormuz. Vous êtes un spécialiste, Adel Bakawan. Qu'est-ce que vous comprenez de cette stratégie ? Écoutez, d'habitude, je nuance énormément mes propos. Mais là, je suis arrivé à un niveau où je nuance plus. Des fois, je me lance d'une manière catégorique en disant que c'est l'échec total de la méthode Trump. Je dis bien, oui, méthode Trump. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut contextualiser. Il y a 5 semaines, il était à la table de négociation avec les Pasdaran, avec les gardiens de la révolution islamique et leurs représentants. Il était en position de force. Les Pasdaran, ils étaient en position de faiblesse, extrême fragilité. L'Iran était encerclé. Le Moyen-Orient était inondé de toutes les catégories d'armes. L'Iran sortait de la guerre des 12 jours, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il était tout à fait disposé à négocier sur les 440 kilos d'uranium enrichi, sur ce que j'appelle la démilicisation du Moyen-Orient, sur son programme atomique à longue durée, sur même son programme balistique. La négociation avançait très bien, mais pas selon le goût de Donald Trump. Cet acteur, il faut prendre toujours en compte la place de l'acteur dans la gestion des rapports de force. Il pensait qu'il donnait l'ordre et les Iraniens l'appliquaient. Donc, il a quitté la table de négociation pour 2 raisons principales. C'est pas vrai lorsqu'on dit qu'il n'avait pas d'objectif. Il voulait frapper lourdement, avec tout ce qu'il avait au Moyen-Orient, la République islamique d'Iran pour 2 objectifs. Le premier, il pensait, selon sa grille d'analyse, sans prendre en compte les différents scénarios des militaires qui maîtrisent parfaitement le Moyen-Orient, les militaires américains, il pensait, en frappant lourdement, l'objectif maximaliste, c'est que le peuple iranien descende dans la rue et renverse le régime. Sinon, l'objectif minimaliste, c'est qu'ils reviennent à la table de la négociation pour capituler. Or, 5 semaines plus tard, ni le peuple est au rendez-vous, ni les Pasdarans reviennent à la table de négociation pour capituler. Guillaume Lagan, je vais vous demander de rebondir sur ce que dit Adel Bakawan. Vous avez l'impression que le président américain a raté peut-être une fenêtre d'opportunité, de négociation, ou alors, vu qu'il y a eu l'épisode précédent quand même, qui a été reproché à la fois aux Américains et aux Israéliens, d'une sorte d'engagement inachevé sur le dos du peuple iranien, là il faut aller au bout. Alors c'est évidemment un problème, l'Orient compliqué. Peut-être 2 observations. La première, c'est que effectivement, certains plaident en faveur d'une négociation qui aurait commencé. Vous vous rappelez, par exemple, la sultana d'Oman disait que les Iraniens étaient prêts à faire un compromis. Bon, c'est possible, mais en même temps, on le sait aussi, ça fait des décennies qu'on discute avec l'Iran. Il y a eu un accord Vienne qui a été dénoncé par Monsieur Trump, et on sait que les Iraniens sont quand même les spécialistes de la dissimulation. Donc le problème, c'est qu'il y a un manque de confiance entre les protagonistes
qui rend, à mon sens, l'hypothèse d'un accord respecté quand même assez lointaine. Donc je pense qu'il y avait ça à l'arrière-fond de la position israélo-américaine. Le deuxième élément, c'est que au vu des déclarations de Monsieur Trump, il y a peut-être effectivement en cours une répétition de la guerre des 12 jours. Hein. Rappelez-vous l'année dernière, lorsque la première guerre directe entre l'Iran, Israël et les États-Unis a eu lieu. Eh bien, au bout de 12 jours, les États-Unis ont sifflé la fin de la partie. Donc la guerre s'est arrêtée sur des communiqués triomphalistes. S'agissant notamment du programme nucléaire, et on s'en est tenu là. Alors là, on est au 30e jour de guerre. Oui, 33e jour de guerre. Donc peut-être effectivement qu'on va s'acheminer vers une situation un peu similaire à celle de l'année dernière. Est-ce que c'est un échec complet pour les États-Unis et Israël ? Je reprends là pour le coup ce qu'a dit Adèle, c'est-à-dire l'objectif maximaliste, c'était le changement de régime, la révolution en Iran. Ça, on va pas y arriver. Ça, a priori, à ce stade aujourd'hui, ça paraît pas visible, hein, même si de facto il y a plus les mêmes dirigeants à la tête de l'Iran. D'ailleurs, en ce moment même, s'il y a des dirigeants à la tête de l'Iran, puisqu'ils sont assez invisibles, hein, pour Monsieur Mojtaba Khamenei. Mais en revanche, l'objectif minimaliste, qui était d'affaiblir la position de l'Iran. Bon, il y a des éléments pour dire qu'on peut le défendre, parce que si on regarde encore une fois factuellement, le nombre de missiles, de drones tirés par l'Iran a fondu depuis le début du conflit. Donc, militairement parlant, strictement, ils sont quand même en position plus faible qu'il y a 4 semaines. Alors justement, je rebondis là-dessus, Guillaume Lagan. Adel Bakawan, l'état des forces militaires qui se font face, les forces iraniennes, qu'en est-il vraiment ? Les Américains disent, c'est un pourcentage un petit peu, on va dire, au doigt mouillé, on a liquidé 80% des forces militaires iraniennes, des capacités, etc. Quelle est la réalité de l'état des forces des gardiens de la révolution et des forces militaires classiques de l'Iran? Alors, reprenons les choses d'une manière factuelle. Oui. C'est que je suis à 100% d'accord avec Guillaume que les Américains ont parfaitement réussi à affaiblir les infrastructures militaires iraniennes. Mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'est les affaiblir pour les ramener à la table de négociation pour capituler. C'était ça l'objectif de Donald Trump. En soi, l'affaiblissement n'était pas un objectif. Or, après la décapitation des 42 grands responsables iraniens dès le premier jour, la première heure. Hein, avec le guide suprême en tête de liste. Exactement, ils étaient dans une grande réunion, y compris Mojtaba. Mojtaba, l'actuel guide, il était dans la réunion, il est lourdement blessé. Certains me disent qu'il est probablement dans le coma. C'est possible, hein. Mais aujourd'hui, et même après, ils ont éliminé Larijani, qui était le référentiel de la réorganisation de la République, le chef des Basiji, qui était le premier responsable de la répression. Tout ça, je suis tout à fait d'accord. Seulement, aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération à la tête de la République, beaucoup plus radicalisée, qui refuse catégoriquement revenir à la table de négociation. Et hier après-midi, le vice-président de la République iranienne disait « Les États-Unis nous supplient pour revenir à la table de négociation ». Autrement dit, non seulement ils ne reviennent pas à la table de négociation, ils refusent aussi vraiment catégoriquement céder. Au contraire, ils ont fixé 9 conditions. Si jamais Donald Trump les accepte, c'est la capitulation de Donald Trump face à cette nouvelle génération. C'est là je parle d'un échec. Et ensuite, pour revenir à votre question... Oui, les capacités ces nouveaux, entre guillemets, ils ne sont pas nouveaux, mais cette nouvelle, on va dire, cette nouvelle vague de dirigeants plus radicalisés, sa capacité à résister militairement à la machine américaine et israélienne. Écoutez, je n'ai presque aucun doute. Si jamais les États-Unis engagent les troupes au sol, mais à la taille de l'Iran, et non pas à l'Irak ou d'autres pays, parce que l'Iran, c'est plus grand que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, les 3 pays réunis. Hein. Donc, si jamais les Américains engagent les troupes au sol, les forces militaires iraniennes ne peuvent pas résister. Certes, on a les gardiens, à peu près 170 000 hommes. On a l'armée officielle 250 000, les BCJ 600 000. Ça fait du monde.
Oui, c'est du monde quantitativement, mais qualitativement, ils peuvent pas. Ils sont pas armés. Leur seule force en termes d'infrastructure militaire, c'est des missiles balistiques intelligents avec des drones. Mais lorsqu'on engage des troupes au sol, les missiles balistiques et les drones ne peuvent pas faire face. Seulement, ils savent parfaitement, les Pasdaran, que les Américains ne vont pas engager les troupes au sol. Ils ont engagé 1220 000 hommes pour un tout petit pays, l'Irak, en 2003. Aujourd'hui, si ils engagent les troupes au sol, on a besoin au moins de 500 000. Oui. Et donc, ils vont pas engager. C'est pour répondre à votre question avec une phrase synthétique, c'est que les troupes au sol, ils sont ultra fragiles, ils peuvent rien faire. Mais par contre, si on reste à ce stade-là, ils peuvent résister encore des mois et des mois. Guillaume Lagan, d'un mot avant la pause, là-dessus, vous êtes raccord avec ce que dit Adel Bakawan, c'est-à-dire, grosso modo, ils peuvent pas y aller parce que c'est le prix politique est trop élevé. Bon, peut-être trois réflexions très rapides. Oui, bien sûr, on connaît tous les avantages de l'Iran si jamais il y avait un déploiement massif au sol. On a vu en Afghanistan, on a vu en Irak ce que ça donnait. Maintenant, la particularité de ce pays, c'est quand même aussi d'être extrêmement dépendant du pétrole. On sait que ce pétrole, il est à 90% concentré sur cette fameuse île de Karg. On va en parler. Bon, les Américains n'ont pas encore joué la carte qui consisterait à organiser un blocus autour de l'île, la bombarder, vont même peut-être l'occuper. Ça serait quand même très gênant pour un régime qui dépend entièrement. Imaginez quand même, il y a 90 millions d'habitants qui dépendent en gros du pétrole et du gaz. S'il y a plus d'argent, qui va payer les salaires, qui va payer les pensions, qui va en fait financer cet État iranien. Deuxième réflexion, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une radicalisation du discours de l'Iran. Maintenant, certains observateurs se demandent aussi qui parle exactement à la tête de l'Iran. Vous savez, apparemment, dès qu'on s'appelle entre dirigeants iraniens, on est visé par le Mossad, on meurt. Donc, c'est pas non plus très facile de formuler une réponse vraiment structurée. Et du coup, la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi en Iran d'anarchie interne? On sait que le régime est très décentralisé, certains prennent des initiatives. Hier encore, la Turquie a été frappée par un missile, le pouvoir iranien a dit que c'était pas lui. Donc vous voyez, il y a aussi une forme de confusion. Il ne faut pas non plus exagérer, je pense, la centralisation, la rationalité du discours iranien. Allez messieurs, après la pause, nous ciblerons la fameuse île de Karg. Est-ce que c'est une clé de résolution? Oui, non. Le détroit d'Ormuz et puis on va dire la diatribe Trump envers la France. Qu'est-ce que nous avons fait ou pas fait avec nos amis historiques, les Américains? 9h44. Reste avec nous à suivre la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Trump va-t-il envahir l'Iran ou au contraire mettre rapidement, il parle de 2 à 3 semaines, un terme à la guerre avec nos deux invités, Guillaume Lagan et vous, Adel Bakawan. Nous évoquions à l'instant la fameuse île de Karg, qui est désormais une des îles les plus célèbres au monde. Voilà, moi, je connaissais, on parlait de la Corse, maintenant c'est l'île de Karg. Adel Bakawan, cette île, qui est, on a bien compris qu'elle concentrait, on va dire une grande partie de 90% de la machine pétrolifère iranienne, elle est facilement, entre guillemets, prenable par les Américains? Ah oui, absolument. Il n'y a pas de force iranienne sur l'île de Karg? Tout est détruit. Ils ont déjà attaqué la présence militaire iranienne sur l'île. Cette île est stratégique, est très importante. Pourquoi? Parce que 90% du pétrole iranien passe par cette île-là pour aller sur le marché international. C'est vraiment une question existentielle pour le régime. C'est l'économie, comme tu disais, Guillaume. Si jamais ils prennent cette île-là, c'est qu'ils prennent en otage, les Américains prennent en otage les Iraniens. Seulement, contrôler l'île est une chose, la protéger les 2500 soldats, 3000 soldats sur l'île, c'est presque un miracle. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est très simple. L'île n'est pas très très loin. On a bien observé depuis le premier jour. Certes, le premier jour, il a envoyé sur la totalité du Moyen-Orient à peu près 360 missiles balistiques. Aujourd'hui, on observe 4, 5, 6, 7, maximum 10. Et donc, quantitativement, il y a une réduction, une diminution très... On parlait de l'Iran, là. L'Iran, très, très importante. Mais en revanche, en termes qualitatifs, on voit très bien les différentes catégories
ou au moins 3 nouvelles catégories de missiles qui, dès qu'ils arrivent, c'est vraiment le dégât à la fois en Israël, en Arabie Saoudite, au Qatar, un peu partout. Avec les sous-munitions, oui. Exactement, et à tête multiple aussi, ou supersonique, ou hypersonique. Exactement, les 3 catégories. Donc, personnellement, je pense, au moment où les Américains occupent cette île-là, à ce moment-là, cette île, il est fort probable qu'elle devienne un cimetière pour les soldats américains. Imaginez une cible iranienne privilégiée. Tout le temps, parce qu'en fait, c'est une question existentielle pour eux. Ou bien, ils doivent le libérer en éliminant la totalité de la présence militaire américaine. Et c'est très difficile, Guillaume le sait mieux que moi, spécialiste de la défense, de contrôler, c'est très simple. Mais comment le protéger? Oui, je suis d'accord que c'est une opération très très audacieuse sur le plan militaire, et que aujourd'hui, quand on voit les effectifs que les Américains ont concentrés autour de l'Iran, je parle de l'armée de terre, des fantassins, ce qui nous permet de rappeler d'ailleurs que au fond, dans les guerres, c'est un peu ça le saut de la réussite. C'est quand on engage ou pas les hommes au sol, c'est vraiment là qu'on peut contrôler un territoire. Certes, on est autour de 10 000 hommes, je crois, qui sont concentrés autour de l'Iran. C'est très loin des effectifs que Adèle rappelait tout à l'heure, ceux qui ont envahi l'Irak, 150 000 soldats américains, plusieurs dizaines de milliers de soldats de divers États européens qui les avaient appuyés en Irak en 2003. Maintenant, peut-être 2 réflexions. Première réflexion, les capacités militaires israélo-américaines en 2026, c'est pas 2003. Moi, je suis quand même frappé de voir l'incroyable progrès que l'intelligence artificielle, la technologie nous permet. Je rappelle que Saddam Hussein, à l'époque, il avait fallu plusieurs semaines pour le repérer. Il s'était caché quelque part. Aujourd'hui, dans les 40 premières secondes du conflit, vous le disiez tout à l'heure, tous les dignitaires iraniens ont été éliminés. Et puis encore là, il y a 10 jours, on l'oublie parce que le conflit va très vite. Ali Larijani, une grande figure du régime, a également été éliminé. Donc, ces 10 000 hommes, si vous voulez, sont appuyés sur des capacités de renseignement qui sont quand même de très très haut niveau. Et le deuxième élément, c'est que je pense que tout ce qu'on est en train de se dire là, les Américains le savent parfaitement. Donc ils savent très bien que en mettant des hommes au sol, ils risquent, ils prennent des risques, et donc ils se mettent en difficulté. Donc peut-être qu'ils vont essayer de jouer sur un terrain qu'on n'attend pas. Je pense par exemple au cas précédent du Venezuela. Rappelez-vous, pour le Venezuela, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arraisonné des cargos, des tankers, des pétroliers qui étaient en partance vers divers endroits dans le monde, et ils ont ainsi exercé une pression sur le régime vénézuélien. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore entrepris, par exemple, d'arraisonner des navires iraniens qui livreraient à tel ou tel pays du pétrole. Donc ça pourrait être une manière, d'ailleurs avec des troupes amphibies, d'exercer une pression sur le régime iranien sans se mettre en danger en occupant directement l'île de Kars. Ce serait une option éventuelle. Adèle Bakawan, oui, et seulement, mais vous avez absolument raison, seulement le problème c'est qu'aujourd'hui Donald Trump n'est plus dans cette perspective. Il nous dit il va finir. De toute façon, il dit de toute façon, avec un accord ou sans accord, la guerre s'arrêtera dans 2 ou 3 semaines. Hein. Alors c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Maintenant, ça va à toute vitesse. Hier, vous aviez la conférence du secrétaire à la guerre Exet qui disait pas ça, qui disait écoutez, on continuera à discuter avec les Iraniens tout en les bombardant, et qui ne fixait pas de délai. Il ne fixait pas non plus d'ailleurs de méthode. Il disait je ne veux pas rentrer dans le détail, je veux laisser les Iraniens dans l'ignorance de ce qu'on pourrait faire. Adèle Bakawan, la France a été très peu coopérative, c'est ce que dit Trump, et les États-Unis s'en souviendront. Vous en pensez quoi, vous expert de la position française? Pas de survol des appareils militaires tant qu'ils transportent, ils participent à l'offensive, mais tout ce qui est défensif, oui. Je pense que Donald Trump, il est en train de se réveiller en termes de la gestion des rapports de force, que c'est un désenchantement total pour lui. Vous vous souvenez la photo de tous les dirigeants européens occidentaux au bureau ovale devant Trump, comme si on était dans une classe à l'université, même pas au collège. Des enfants devant. Il a gardé cette image des dirigeants européens. Seulement, la France a, depuis le début de cette guerre, une position rationnelle avec une culture froide. C'est que cette guerre n'a pas une légitimité
de droit, en termes de droit international, le Conseil de sécurité et les Nations Unies n'ont pas donné leur accord. Ils n'étaient même pas consultés. George Bush en 2003 est allé aux Nations Unies, au Conseil de sécurité pour chercher la légitimité. Il n'a pas cherché. Et donc la position française, c'est que nous avons des accords de défense avec les Émirats, avec le Qatar, avec la Jordanie, etc. Dans le cadre de ces accords, on intervient, on a une approche défensive. Validez ça, vous, de votre côté. C'est une très très bonne idée. C'est le résultat d'une réflexion froide de la République. C'est la conclusion, malheureusement. Mais Guillaume Lagan, oubliez la Normandie, oubliez la relation avec les États-Unis. Non, je crois que la relation franco-américaine, elle va perdurer malgré les tensions actuelles, qui sont pas nouvelles. Vous vous rappeliez sur l'OTAN, c'est bientôt fini. Quoi. La difficulté, si vous voulez, je pense que c'est pas uniquement la position française. La difficulté des Européens, c'est qu'ils sont hostiles à ce conflit, qu'ils n'ont pas décidé, dans lequel ils n'ont pas été consultés. La limite, évidemment, de leur réflexion, c'est que d'une part, ils ont extrêmement besoin des États-Unis pour le soutien à l'Ukraine et de manière générale pour la défense de l'Europe. Je rappelle un chiffre qui est sorti hier qui est quand même intéressant. Quand vous regardez les dépenses militaires de l'OTAN, les Européens dépensent beaucoup plus qu'il y a quelques années. Mais enfin, les Américains, c'est toujours 60% des dépenses militaires de l'OTAN. Donc, il y a quand même un sujet. Et d'autre part, importation de pétrole, dépendance énergétique, immigration. En fait, on est aux premières loges des conséquences de cette crise. Et donc, rester en tant qu'Européen spectateur, c'est aussi ne pas pouvoir influer sur la sortie de crise. Guillaume Lagan, maître de conférence en relations internationales à Sciences Po, auteur de Géopolitique de l'Europe, crépuscule d'une puissance, point d'interrogation aux presses universitaires de France. Et vous, Adel Bakawan, directeur de l'Institut européen d'études sur le Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, auteur de La décomposition du Moyen-Orient chez Talandier. Merci à tous les deux. J'imagine que vous allez vous lever la nuit prochaine, messieurs, pour aller... Toutes les nuits. Pour écouter les dernières déclarations du président Trump. Bonjour Maxime Liédo. Et bonjour Monsieur Jean-François Killy. Mettez-vous d'accord. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin ? Eh bien, un sujet très important qui va toucher près de 3 millions de salariés, mon cher Jean-François. Donc certainement un paquet de ceux qui nous écoutent. Ça concerne les patrons. SOS patrons, est-ce qu'on doit se préparer à une France sans chef d'entreprise ? Parce que dans 10 ans, c'est 500 000 entreprises qui devront gérer une transition. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un patron sur 4 qui a plus de 60 ans, donc les patrons vieillissent et beaucoup ne veulent pas reprendre le flambeau. Pourquoi ? Mais parce que patron, c'est ennuyeux, c'est des responsabilités, c'est des charges, et dans un contexte économique où on a l'impression de ne pas gagner sa vie, où c'est toujours plus dur d'entreprendre, de vendre, d'avoir des salariés. Donc est-ce que la France doit se préparer à être un pays sans patron ? Et je vous le disais, Jean-François, 3 millions de salariés qui vont être concernés par ce grand mouvement. On demande donc l'avis à nos auditeurs, 0826 300 300. Est-ce que vous le constatez autour de vous, ce désamour du patronat, ce désamour de l'entreprise, et peut-être même que vous êtes directement concerné en tant que patron. 0826 300 300, et vous en avez parlé avec nos amis auditeurs. Jean-François, c'est le maire de Cannes. Il y avait pour le cyclisme en tout cas ce qu'on appelait l'échappée solitaire. Mais lui nous fait une échappée solitaire made in politique, en disant il est hors de question en réalité que le parti auquel j'appartenais, qui s'appelle LR, continue à se dissoudre dans le macronisme. Je crois en mon chemin. Est-ce que les auditeurs y croient ? Ce sera la question, toujours au 0826 300 300. Bonne émission Maxime.